Aucun record n'a été battu au cours du Grand Prix de Paris d'haltérophilie et pourtant il y avait là les meilleurs athlètes du monde, les soviétiques en tête. Un ex-champion du monde, le russe Plukfelder. Personne ne va lui résister, mais il ne va soulever que 455 kilos. La grande vedette de ce Grand Prix de Paris, c'est Youri Vlasov, une montagne de muscles à tête d'intellectuel. Non, c'est manqué, monsieur Vlasov, vous avez quand même encore de bien jolies admiratrices. Et pour ces yeux-là, ça vaut bien une seconde tentative. 545 kilos aux 3 mouvements, après tout, ce n'est pas si mal. À Saint-Tropez, la mode a pris son vol sous les yeux du bailli de Suffren qui en a vu bien d'autres. Une mode résolument garçonnière. La plus haute fantaisie et de rigueur sur la plage, et le seul reproche que l'on puisse faire à cet emballage, c'est qu'il y a tromperie sur la marchandise. Cette année, le tissu éponge est roi. Fini l'antique serviette, fini le peignoir solennel, vive la chasuble. Et honneur au bikini qui amorce, après une disgrâce injustifiée, un vigoureux retour offensif. Le tapis de sable est devenu utilitaire. Quant aux coiffures, leur gamme est infinie et leur inspiration des plus éclectiques, depuis le bonnet épuisette jusqu'à la perruque de bain, en passant par le chapeau dessert. Mais au fond, qu'importe la panoplie? L'essentiel n'est-il pas que le soleil brille et que l'eau soit limpide? Alors, vive les vacances! Vive activité à Plymouth, où des voiliers de toute taille et de toute conception se sont rassemblés pour le départ de la course qui va les mener jusqu'à Lisbonne. Sous l'autorité d'un barreur averti, les équipages sont généralement composés de très jeunes gens. La marine française participe à l'épreuve avec les 2 goélettes de l'école navale de Brest. Pendant une semaine, giflés par les embruns ou caressés par le vent du large, les équipages, seuls entre ciel et mer, vont connaître la vie exaltante des coureurs d'océan. Un sport viril s'il en est, où la technique la plus éprouvée n'est rien si elle n'est doublée de solides qualités morales. Mais que dire de ces garçons qui, seuls à bord de leur bateau, sont partis le même jour pour Newport aux États-Unis. 5000 km à la grâce du vent, la plus longue course du monde. Avec le même bateau, Chichester a remporté l'épreuve il y a 4 ans. Son plus redoutable adversaire est Tabarly, un Français. Ils sont 14, ils en ont pour une 40aine de jours. Alain Gerbaud a fait école, il y a encore des voiles sur la mer, l'aventure est au creux de la vague. Un des grands personnages de notre temps vient de disparaître. Nehru, l'homme à la rose, terrassé à 74 ans par une crise cardiaque. Dans un monde partagé, et la conférence des pays afro-asiatiques de Bandung lui avait donné l'occasion de le manifester avec éclat, il s'était fait le champion du neutralisme. Il n'en ressentit que plus douloureusement la guerre qu'il dut soutenir contre les forces chinoises. Dans la lutte engagée jadis pour conduire l'Inde millénaire à l'émancipation, il avait accepté le combat pacifique voulu par le Mahatma Gandhi. Et à côté du saint, il avait été le pandit, le sage. Voici 17 ans, il avait hissé le drapeau de l'indépendance. Mais presque aussitôt, il avait dû mener contre le Pakistan la bataille sanglante de l'unité. Finalement, il avait dû accepter la partition au milieu des ruines et de la misère des réfugiés. Il fut l'homme qui voulut la révolution industrielle de son pays, les trains, les usines, les barrages.
Tel fut Nehru, ancien élève du collège de Harrow capable de soutenir un match de cricket, enfant du Cachemire respectueux des traditions, et enfin celui qui mit son autorité au service de l'émancipation démocratique de l'Inde et qui pendant 17 ans tint son pays à bout de bras. 450 millions d'Indiens, le 6e de l'humanité, le pleurent aujourd'hui. C'est une foule innombrable qui a conduit son corps jusqu'au bûcher dressé à l'endroit même où fut incinéré Gandhi. Et le monde se pose la question, que deviendra l'Inde sans Nehru ? Trois jours de cérémonie solennelle ont marqué la célébration du 8e centenaire de Notre-Dame de Paris. En compagnie du cardinal Feltin, le chef de l'État et le nonce apostolique Monseigneur Marella, se sont recueillis sous la haute nef gothique dont un pape, le pape Alexandre III, posa la première pierre en 1163. 10 000 fidèles, après avoir entendu un message de Paul VI retransmis de l'église romaine de Saint-Louis des Français, assistèrent à la messe célébrée par l'envoyé du souverain pontife. Et à Monseigneur Marella, Paris a offert sa féerie nocturne. Précédé de 200 petits chanteurs, le légat du pape a découvert la suite prestigieuse des monuments que l'histoire a dressés sur les bords de la Seine et dont Notre-Dame est le plus justement célèbre. Mais finira-t-on jamais de découvrir tous les joyaux laissés à Paris par le passé? Paris est si vieux. À lui seul, le quartier du Marais, qui fut quelque chose comme le 16e arrondissement du grand siècle, en recèle des douzaines. Et qui seulement reconnaît les demeures délicates, transformées qu'elles sont en entrepôts de matériaux divers? Les unes abritent des entreprises de carrosserie, des stations-service. Des cours intérieures merveilleuses sont devenues des parkings. Or, quelques hommes décidés ont, dès 1961, résolu de passer aux actes. Autour d'eux, les volontaires ont accouru, et aujourd'hui, sous leur impulsion, 600 mains le jour et la nuit grattent, découvrent, restaurent. Ainsi ont-ils fait inscrire l'hôtel de Vigny à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Leur plus belle récompense a été de voir un jour l'hôtel de Sully, rue Saint-Antoine, retrouver sa splendeur originelle. Et 120 demeures qui témoignent du passé finiront par sortir de l'oubli dans lequel on les avait laissées. Avec l'hôtel de Sully, dont le porche fut témoin de la bastonnade infligée à Voltaire, l'église Saint-Gervais où se maria Madame de Sévigné, l'hôtel de Soubise, dont la cour d'honneur, entourée de portiques aux colonnes accouplées, servira de cadre à l'un des 50 spectacles qui animeront cette année le Festival du Marais. Et les fêtes, qui à travers tous les arts attireront l'attention sur le plus ancien quartier de Paris, contribueront à poursuivre l'œuvre de rénovation entreprise. Aujourd'hui, l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, qui eut entre autres pour locataire Beaumarchais, est sorti de l'ombre et de l'oubli. Comme en est sorti l'hôtel de Sens, auquel restent attachés les souvenirs de la reine Margot. Demain, d'autres joyaux resplendiront dans le ciel de Paris et ajouteront de nouveaux fleurons à la couronne de lumière de la capitale.